Village des athlètes, réversibilité, phase héritage, futur quartier, les Jeux olympiques et paralympiques préfigurent-ils l'urbanisme de demain? Figaro Imo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Imo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Marion Lepol, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes directrice générale adjointe de la Solideo. Et Antoine Dussuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie et innovation de la Solideo. La Solideo étant la société de livraison des ouvrages olympiques. Alors on va parler des Jeux, on va parler immobilier, mais tout d'abord en introduction, j'ai envie de vous demander, bien sûr, se lancer dans cette aventure extraordinaire des Jeux olympiques et paralympiques. C'est une aventure collective, c'est une aventure humaine extraordinaire. Dans quel état d'esprit, à 6 mois du lancement des Jeux, êtes-vous? Marion, dans quel état d'esprit? Alors effectivement, c'est une aventure humaine, puisque nous, à la Solideo, on est 150 et puis on travaille dans un écosystème qui est beaucoup plus large avec des constructeurs, des promoteurs, les collectivités et tout un tas d'acteurs. On est serein. Parce que ça y est, on y est, ce qu'on avait promis il y a 6 ans, on y est. Ému, parce que dans quelques jours, on va passer les clés au comité d'organisation. Et puis, on reste vigilant, parce qu'il reste quelques travaux de finition et il faut passer la ligne d'arrivée. Donc, toujours une concentration quand même, évidemment. Alors, Antoine, quel état d'esprit alors? Eh bien, impatient. Impatient à la fois de voir tout ça en fonctionnement, enfin, vivre pendant les Jeux et puis après les Jeux pour l'héritage, et puis impatient de montrer au monde ce qu'on a su faire. Il y avait des grands enjeux, on y a répondu, et donc voilà, maintenant on compte un peu les jours, à vrai dire. Très bien, alors on va voir justement en détail, on reviendra avec vous notamment sur le volet environnemental qui est très important. Mais tout d'abord, Marion, pour avoir une idée de l'ampleur des différents chantiers, que représente, on va commencer par le village des athlètes. Qu'est-ce que ça représente si on doit donner quelques chiffres clés? Alors, le village des athlètes, c'est le plus gros ouvrage de la Solideo. C'est 52 hectares et c'est 70 terrains de foot. Ça veut dire que c'est grand. C'est sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Donc, 3 communes avec qui on a travaillé beaucoup avec les élus pour avoir un projet qui corresponde à leurs attentes pour la phase héritage. Et puis, qu'on transforme pendant la phase des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'est un lieu qui va accueillir 14 250 athlètes et accompagnants, puis 9 000 para-athlètes et accompagnants pendant la phase paralympique. C'est un lieu où il y a 9 000 arbres et arbustes qui sont en train d'être plantés. On va bientôt finir dans les tout prochains jours. Donc c'est un lieu qui va être agréable à vivre pendant les Jeux et après les Jeux. Oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, ces Jeux olympiques et paralympiques à Paris, on va utiliser en priorité l'existant, je crois, à 90%. Et donc là, particulièrement sur le village des athlètes et aussi le village des médias qu'on évoquera tout à l'heure. Là, on est dans une construction, une reconversion ensuite sur la phase héritage. Quels sont les principaux acteurs engagés quand on parle immobilier ou avec la Solideo sur place? Alors, on a travaillé avec 4 groupements pour le village des athlètes. Le groupement Vinci, qui est à Saint-Denis. Le groupement ICAD, Caisse des dépôts, qui est à Saint-Ouen. Et puis le groupement Nexity et Fage, qui est aussi à Saint-Ouen. Et puis on a le groupe Pichet-Legendre, le groupement Pichet-Legendre, qui est sur l'île Saint-Denis. Donc 4 groupements, ce qui a permis d'avoir le meilleur des 4 groupements et de réussir à tenir ce pari fou, de construire en 6 ans, entre le permis de construire, les études et la réalisation, la livraison. On a uniquement 6 ans, donc on a travaillé avec des grands de la construction qui ont ensuite travaillé aussi avec des PME. On ne construit pas uniquement les appartements, on construit aussi des groupes scolaires, on construit une crèche, on aménage les berges de Seine, tout ça pour que, en héritage, le village des athlètes soit parfaitement adapté aux besoins des habitants. Et on va avoir justement des permis de construire qu'on appelle à double état, c'est-à-dire en fait une fonction provisoire et puis une fonction long terme. La fonction provisoire, donc c'est le village des athlètes. Une fois les Jeux terminés, donc 2025, eh bien on aura la fonction long terme, c'est-à-dire donc la transformation du village en futur quartier pour les habitants.
Alors, la particularité de la loi olympique, c'est qu'on a eu la possibilité d'utiliser le permis double état, donc le permis de construire, qui a permis de dessiner ce dont on avait besoin pour la phase jeu et la destination finale ensuite pour les habitants. On va avoir 2800 logements à terme, 6000 habitants, 6000 salariés qui vont travailler et bien sûr qui vont utiliser les groupes scolaires qui ont été construits. Donc c'est un vrai quartier de ville qu'on est en train de faire et la phase réversibilité, en fait, elle va durer 1 an. On va nous récupérer les clés en novembre 2024. On a 1 an de transformation et les premiers habitants vont arriver. Un village avec une mixité puisqu'on a du logement social, 25%. On a du logement à la location, on a du logement en accession. Les ventes d'appartements ont commencé autour de juin 2023 et se poursuivent jusqu'à la livraison finale. Et sur la réversibilité, pour expliquer donc ce qui va se passer, donc entre la fonction pour accueillir les athlètes et puis après la transformation, comment ça se passe techniquement Alors on arrive à tenir des délais très courts grâce à ce permis à double état, puisque sur les plans du permis de construire, on a dessiné les plans phase jeu, phase héritage. Et donc une des innovations, par exemple, c'est que toutes les canalisations pour les cuisines sont déjà implantées, les évacuations aussi. Par contre, on ne pose pas les cuisines, parce que pendant la phase jeu, tous les athlètes vont manger dans le restaurant dédié qui est à la Cité du Cinéma. Et puis, phase réversibilité, on va venir poser les cuisines. On va déplacer des cloisons, puisqu'on a développé un système de cloisons. Je pense qu'Antoine en parlera parce qu'elles sont assez innovantes. Et ces cloisons seront réutilisées sur d'autres chantiers. Dans des endroits, on a des bureaux qui, pour la phase jeu, vont être utilisés en chambre d'athlètes. Donc, il faut là enlever les salles de bain et puis enlever aussi les cloisons pour avoir des plateaux nus afin que ce soit loué pour des bureaux. Donc en fait, comme tout a été pensé dès le début, la réversibilité est faite seulement en 1 an. Donc on montre que c'est possible et ça veut dire que pour la filière de la construction, ce qu'on a appris ici peut être réalisé ailleurs, en France, à l'étranger. Et on voit, j'entendais, il y avait le rapport sur le mal logement qui est sorti aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre. Et dans les auditeurs, il y avait des questions des auditeurs qui posaient la question de mais pourquoi on a ces logements vides ou ces bureaux qui ne sont pas utilisés, comment on pourrait faire? Eh bien là, nous, on a trouvé des systèmes qui permettent, dès la construction, d'avoir plusieurs vies pour le même bâtiment. Oui, ça a même fait des jaloux. On a parlé d'exemplarité. Je crois que le président de la République, justement, Emmanuel Macron, l'a évoqué, pour accélérer aussi différents projets immobiliers, de passer par ce double état, de pouvoir changer, d'avoir cet aspect réversible. Alors, Antoine Dussouis, quelle a été la démarche initiale, on va dire, du projet sur le volet village des athlètes, la démarche initiale en termes d'innovation et de stratégie? Alors d'abord, stratégiquement, on s'est tourné vers l'héritage, vers le futur. On n'a pas cherché à construire un village des athlètes et à se poser ensuite la question de qu'est-ce que ça peut devenir. On a construit un grand projet de quartier avec 200 000 m² de logements, 100 000 m² de bureaux, 12 000 m² de commerce et d'activité en rez-de-chaussée. Et on a souhaité que ce projet symbolise, concrétise l'ambition d'avoir des jeux qui sont véritablement alignés sur les accords de Paris. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un projet de quartier comme ça? Ça veut dire pour nous montrer le chemin. Et donc, on a essayé d'avoir 10 ans d'avance sur la stratégie nationale bas carbone et d'appliquer pour des bâtiments dont les permis ont été obtenus en 2020 ce qui pour nous représentait les prescriptions de l'année 2030. Et donc, en divisant par 2 les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, cycle de vie et puis exploitation pendant 50 ans, en développant l'économie circulaire. En particulier, le village des athlètes s'est construit sur un site en réalité pour partie occupé, avec en particulier une petite zone d'activité qu'on a déconstruite et 96% des matériaux de déconstruction ont été réutilisés dans le projet. C'est un projet aussi qui cherche à réconcilier la ville et la nature et la biodiversité. On a fait ça avant le Covid. À travers cet objectif, on a aussi apporté des réponses concrètes au désir de nature en ville.
qui est maintenant très, très clairement exprimé. Et l'aspect végétalisation qui sera très développé, bien sûr. Végétalisation et puis des espaces végétalisés qui sont eux-mêmes des écosystèmes capables de conforter les corridors écologiques, d'avoir de la vie. Et puis, un volet aussi très important d'adaptation au changement climatique. C'est indispensable d'être sobre, c'est aussi indispensable de penser la vie de ces usagers, de ces habitants sous le climat de 2050. Et donc on a fait modéliser par Météo France d'emblée, les premières semaines, le climat de 2050 et avec ces fichiers... Avec des projections sur le climat de 2050. Avec des projections sur une année 2050 en moyenne et sur une année caniculaire. Et à partir de ces fichiers, on a demandé aux constructeurs de modéliser le comportement de leurs bâtiments et donc toutes les pièces et à toutes les étapes du projet. Et on a à chaque fois été capable de vérifier qu'on répondait à des critères de confort qu'on avait définis et qui d'ailleurs nous ont permis d'apporter une réponse que nous on trouve satisfaisante pour le confort des athlètes pendant la phase jeu. Et alors justement Antoine, sur le confort, là, notamment des appartements, sur la réversibilité, en complément de ce qu'indiquait Marion, quelles sont les données techniques importantes à prendre en compte ? Il y a déjà des ingrédients bioclimatiques, c'est-à-dire qu'on fait tout pour utiliser le rayonnement du soleil et la ventilation naturelle pour le confort des gens qui vont vivre là. Et donc ça veut dire des bâtiments qui se chauffent au soleil l'été, mais qui savent s'en protéger l'hiver, mais qui savent s'en protéger l'été. Et donc pas de clim. Voilà. Alors et pas de clim individuel. Ouais. Pourquoi pas de clim individuel ? Parce que ce serait évidemment un rebond carbone énorme. Et puis par ailleurs, avoir une climatisation individuelle, c'est en réalité rejeter sa chaleur dehors, et donc c'est condamner les espaces extérieurs. Vous pouvez vivre très confortablement à Phoenix à l'intérieur d'un logement, mais vous sortez pas dehors si ce n'est pour aller dans votre voiture climatisée. Et donc c'est ce mode de vie à l'européenne qu'on doit savoir maintenir à travers des projets qui sont innovants et qui prennent en compte ce climat aussi, qui ne se cachent pas derrière le on sait faire, etc. Parce qu'en réalité, le climat change. Le climat de 2050, l'année moyenne, c'est le climat de Séville, c'est la canicule de 2003. Oui, que vous avez pris en compte. En matière d'innovation, toujours la gestion de l'eau. Eh bien, d'abord, la gestion de l'eau, c'est quelque chose qu'il faut traiter de façon extrêmement complète et rigoureuse en lien avec cette ambition de l'adaptation au changement climatique. Il faut être capable, en infiltrant les eaux de pluie, en ayant des espaces végétalisés en pleine terre, de créer des îlots de fraîcheur en ville. Alors, il faut aussi de plus en plus s'occuper de la rareté de l'eau et même globalement du cycle de l'eau, de ce que l'eau contient, de comment elle est traitée. Et alors, on a développé 2 projets pilotes autour de cette question-là. Un projet avec ICAD qu'on a appelé Bâtiment Cycle et qui traite complètement et valorise l'ensemble des eaux usées. Donc, les urines sont collectées séparément, valorisées ensuite en engrais. Les eaux noires sont centrifugées, il y a une partie qui part en compost. Et puis, il y a une petite station d'épuration à l'échelle du bâtiment qui permet de faire de l'eau propre à partir des eaux qu'on dit grises, donc de douche, de cuisine, et à partir des eaux noires. Et donc, pour chacune de ces eaux, des usages appropriés, mais qui peut aller pour les eaux grises jusqu'à l'utiliser dans les lave-linges, puisqu'en réalité, on est capable de faire de l'eau propre. Bon, eh bien, on n'a pas simplement eu cette idée, on l'a complètement développée techniquement avec des startups, Nereus, Tupi Organics, avec les AMO d'ICAD. C'est prêt aujourd'hui techniquement et on a une dérogation de l'État pour mener une expérimentation de 4 ans. Et c'est vraiment indispensable d'avoir ce type de projet parce que, vous voyez bien, aujourd'hui, on a besoin d'intrants pour l'agriculture, notamment en azote, en phosphore. Ensuite, ça repart dans les eaux usées. On utilise beaucoup d'énergie pour le séparer, pour minéraliser à nouveau ces éléments, donc les renvoyer dans l'atmosphère, par exemple, sous forme de diazote. Et puis, on recommence un cycle qui, en fait, consomme énormément d'énergie. À partir du moment où on devient capable
de créer des nouveaux cycles et de rediriger vers l'agriculture cet azote, ce phosphore, eh bien, on change un paradigme. Alors, c'est vraiment un exemple, mais c'est typiquement le genre de sujet qu'il faut regarder de près quand on essaye de penser la ville de demain, c'est-à-dire sobre et pour autant confortable, agréable, etc. Sur la ville de demain et justement d'autres innovations, Marion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a imaginé un certain nombre d'innovations dans le village des athlètes, des petites, des plus spectaculaires, des innovations de rupture. À différentes échelles, et que tout va être monitoré pour voir comment ça fonctionne. Moi, il y a une innovation qui me plaît beaucoup. On a des pavés qui sont faits à partir de coquilles Saint-Jacques. Et c'est au niveau d'une allée principale. Et ça récupère l'eau de pluie, donc quand on a de la pluie. En dessous, on a une petite centrale qui va permettre, au moment où il fera très chaud dehors, de ressortir par vapeur d'eau l'eau qui a été stockée et donc ainsi de rafraîchir l'espace public quand il fera très chaud. Donc on voit on a aussi les aérofiltres faits par Aérophile, qui sont un système pour traiter les particules fines et avoir de l'air purifié. Voilà, on a quelques innovations comme ça qui sont vraiment intéressantes. Très bien. Et en matière d'accessibilité et de biodiversité ? Alors, d'accessibilité, c'est majeur. Le village accueille les athlètes paralympiques et donc 100% des logements du village sont accessibles. Et puis, en fait, on a souhaité aller plus loin que la réglementation. La réglementation, vous savez, c'est avoir suffisamment d'espace pour les fauteuils dans les salles de bain, pour passer... Voilà. Oui. Aller plus loin, c'est avoir vraiment une conception universelle, c'est-à-dire se mettre dans la situation des personnes, donc qu'on soit en fauteuil, qu'on soit malvoyant ou aveugle, qu'on ait des troubles cognitifs, et se dire comment je vis dans le logement, mais aussi en sortant de chez moi, dans l'espace public et jusqu'au transport. Et donc, on a pensé à la fois les logements, on a beaucoup travaillé en pédagogie vis-à-vis des acteurs de la construction, grâce notamment aux athlètes paralympiques qui se sont mobilisés aussi pour les sessions de formation qu'on a mis en place. Qui ont fait des tests, qui sont venus tester. Qui ont fait des tests et puis qui ont expliqué leur situation, leur vie quotidienne, leurs attentes. Ouais. Et on a fait des revues de plans nombreuses, on s'est fait aider par les associations, on a créé en fait un comité d'associations avec des représentants d'un peu des différents handicaps pour évaluer les propositions qu'on faisait à la fois au niveau des logements, de l'espace public, de la signalétique aussi qui sera multisensorielle avec du son, avec des éléments tactiles, de façon à ce que véritablement, quelle que soit sa situation, on puisse vivre bien et se sentir bien dans le village des athlètes pendant les Jeux et en héritage. Et sur l'aspect biodiversité. Et sur l'aspect biodiversité, ce qu'on s'est dit, nous, c'est que la ville devait devenir support de biodiversité. Et donc la biodiversité... En fait, on sait aujourd'hui que le développement des villes est une cause de l'érosion de la biodiversité. En France, on développe moins de villes maintenant, mais enfin, à l'échelle du monde, ça va être encore un mouvement majeur pendant les prochaines décennies. Et donc, il faut trouver des solutions pour que la biodiversité s'accroche à la ville. Et donc, on a finalement développé ce projet en ayant conscience de la biodiversité tout autour et en essayant de se dire, OK, on a par exemple des oiseaux, de la faune le long de la Seine. Qu'est-ce qu'elle doit pouvoir trouver dans notre village ? Alors on a fait des toitures végétalisées importantes avec des épaisseurs de terre significatives qui vont avoir de la vie, qui vont pouvoir nourrir des oiseaux. On a recherché à avoir un maximum de pleine terre. Alors c'est pas facile en ville, il y a des parkings, il y a des réseaux sous la terre, donc avoir de la pleine terre en ville, c'est un effort, ça demande une rigueur de conception qui est importante, et puis chaque espace végétalisé est construit avec plusieurs strates, donc des buissons, des petits arbres, des grands arbres, certains qui vont pousser vite, d'autres qui vont pousser plus lentement mais qui vont devenir plus dominants ensuite, et quand on a pensé tout ça, on a pensé ça en dynamique et avec le climat qui change, et donc on a mis des arbres qui sont que des essences locales,
mais qui pour certaines amènent un peu de diversité et des pins, etc., qui en fait seront très bien sous le climat futur. Wow. Voilà, donc tout ça, c'est du coup un quartier vivant vraiment qui est fait pour les humains, mais qui sera, qu'on espère, un lieu de coexistence entre de la nature sauvage et puis la ville. Voilà, ça c'était le tour d'horizon très complet. Merci en tout cas à tous les deux sur le village des athlètes. Il y a aussi le village des médias. Alors village des athlètes, donc Saint-Denis, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis. Village des médias, on est du côté de Duny. Marion. On est donc un peu plus au nord, du côté de Duny. 1400 logements qui sont créés et qui vont accueillir principalement, pendant la phase jeu, les techniciens et les journalistes qui vont travailler au parc des expositions qui va accueillir en fait tous les studios télé qui vont diffuser leurs images dans le monde entier pendant les jeux. Et pareil, ce village-là, il a été construit en pensant à sa destination future et au développement de la ville de Duny, à son lien avec le parc Georges Valbon. On a aussi posé une passerelle au-dessus de l'autoroute A1, une passerelle en bois qui permet des liaisons douces entre différents territoires qui jusqu'à présent étaient fracturés. Et on construit également des groupes scolaires. On a aménagé des espaces, rénové des gymnases. On aura l'escalade qui sera à côté pendant les Jeux. On a la plaine des sports, voilà, tout un dispositif qui va permettre d'avoir tous les ingrédients pour aussi vivre bien en ville. On a eu les mêmes exigences en termes d'innovation, en termes de biodiversité, en termes de délai, de construction que pour le village des athlètes. Et on y est aussi puisqu'on donne les clés au comité d'organisation le 1er mars. Bon, en termes d'innovation, justement sur le village des médias, des choses particulières? Alors, d'abord, c'est le village où l'ambition de ville-nature s'exprime le plus. On est juste à côté du parc Georges Valbon et on a vraiment aménagé des continuités à la fois visuelles et puis végétales entre le parc et le quartier et on va s'y sentir bien et véritablement dans la nature. Et puis un autre point, c'est que on s'est vraiment posé la question d'avoir une énergie renouvelable et bon marché dans ce village. Et donc, on a beaucoup travaillé, en particulier avec l'établissement public territorial, pour développer les énergies renouvelables. Et on a donc créé un réseau de chaleur qui va être alimenté par de la géothermie. Donc, c'est maintenant donc une concession de l'EPT Paris-Terre d'Envol qui va apporter ce service. Et donc, on a des bâtiments qui sont en haut de la première couronne et qui seront, alors, dans le jargon, E3. Donc, c'est le plus... C'est-à-dire E3. Alors, quand, avant la réglementation environnementale 2020, il y avait des niveaux incitatifs sur l'énergie et le carbone du temps de la RT 2012. Et le plus haut sur l'énergie, c'était le E3. Et donc, on atteint ce niveau-là, ça veut dire, et donc c'est à la fois un mix entre la performance thermique des logements et puis le mix énergétique qui est apporté avec les énergies renouvelables. Et donc, c'est un très beau quartier et c'est très important pour ces futurs occupants où finalement, voilà, on est déjà confronté à la hausse du coût des énergies, en particulier des énergies fossiles. Et donc, ce cadre-là, il est à la fois bien d'un point de vue environnemental et protecteur pour les futurs occupants. Et ces villages sont vraiment des accélérateurs, plus que des laboratoires, des accélérateurs sur l'urbanisme de demain. En fait, c'est ça. On aime, nous, pas trop en interne le mot laboratoire. Ouais, c'est vraiment comment on construit, comment on imagine cette ville européenne de 2050 ou du 21e siècle. On voit, par exemple, à Tokyo, pour le village des athlètes, on avait des très, très grandes tours. Il y en avait plusieurs. Elles étaient toutes identiques. Nous, on a voulu des villages qui soient à taille humaine, à l'échelle du piéton, avec des commerces, des habitations, une mixité avec les bureaux, avec de la nature et un endroit qui résiste aussi à la chaleur. Donc c'est comme ça qu'on a imaginé cette ville européenne de maintenant et des prochaines années. Antoine, oui. Eh bien, nous, on espère aussi que beaucoup de constructeurs et de maîtres d'ouvrage de projets vont s'inspirer de ce qu'on a su faire, en particulier sur le village des athlètes. Quand je disais que on a su diminuer le carbone par 2 avec 10 ans d'avance, et donc avec des systèmes constructifs qui mélangent le bois, le béton bas carbone, qui généralise les façades ossature bois, qui généralise des principes vertueux en matière
matière d'isolation, en matière aussi de protection contre la chaleur. Donc sur ces images, peut-être que vous voyez les protections solaires permanentes, le fait que partout il y a des stores, il y a des volets, etc. On n'a jamais fait les choses à moitié, et c'est 100% des logements qui sont traités comme ça, pour des prix de construction qui sont quand même compatibles avec l'économie résidentielle en première couronne, et donc généralisables bien au-delà du village des athlètes. Donc voilà, j'espère que de ce point de vue-là, on trace un chemin qui sera rapidement emprunté par d'autres. Bon, en tout cas, merci à tous les deux de vos éclairages. On y voit en tout cas beaucoup plus clair. On termine par le calendrier, le rétro-planning. Marion ? Une première date, le 29 février, dans la nuit du 29 février au 1er mars, on donne les clés du village des médias et du village des athlètes. Ça, c'est une grande étape pour nous. Eh bien, Marion Le Paul, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Antoine Dussouis, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.